Tony Yoka, rendez-vous dans Brakissa Rencontre. On ne le présente plus, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Tony Yoka est ce qu'on appelle un exemple pour la jeunesse. Depuis passé chez les professionnels, Tony a soif de victoire et rêve de décrocher le titre de champion du monde poids lourd. Le chemin sera long, les adversaires coriaces, mais ça Tony le sait et ce challenge l'anime chaque jour un peu plus et c'est peut-être aussi là la clé de sa réussite. Rencontre avec Tony Yoka, c'est maintenant. Bonjour Tony. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, le 28 septembre dernier, tu as remporté donc ta 7e victoire. Tu restes donc pour l'heure invaincu, on peut le dire. Quel palmarès! Merci. C'est vrai que j'ai un beau début de carrière professionnelle, même si on sait que à partir du prochain combat, on va commencer à monter dans les classements, donc ça va forcément se corser. Et est-ce qu'on peut dire que la boxe a toujours fait partie de ton quotidien? Je suis né dans une famille de boxeurs, donc j'ai toujours baigné dans la boxe depuis tout petit, mon père ayant été boxeur et maintenant coach. Donc oui, la boxe a toujours fait partie de ma vie. Et à quel moment de ta vie tu dirais que la boxe a vraiment pris le dessus et même un tournant dans ta vie de façon à en devenir même une affaire sérieuse? À 14 ans. En fait, si vous voulez, avant 14 ans, on ne fait pas de vrais combats. Ça s'appelle de la boxe éducative où tu n'as pas le droit d'appuyer les coups. Pour moi, c'est pas de la boxe. Donc voilà, je faisais quelques compétitions, mais sans vraiment le prendre au sérieux. Et à partir de 14 ans, on rentre dans le système amateur. Et là, on peut taper, on peut mettre des KO, etc. Mon père m'a entraîné. Il me disait toujours que voilà, j'étais fort, j'avais un talent, il fallait que je continue de travailler, etc. Moi, je ne le croyais pas forcément. Et on est parti au championnat de France. J'étais très impressionné par l'événement parce que c'est les championnats de France. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, j'avais jamais fait ça. Et je deviens champion de France et je reçois chez moi une convocation de l'équipe de France. Donc à partir de là, moi je vois équipe de France, je vois Jeux Olympiques, je vois voyage, etc. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait là, c'est bon, je rentre dans le vrai truc, quoi. D'accord. Un mot justement sur les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là où tu as été médaillé d'or olympique? Une immense fierté, forcément. Après, c'était un rêve de gosse de devenir champion olympique. En plus de pouvoir le partager avec ma femme, qui elle aussi est devenue championne olympique, c'était, on va dire, toutes les étoiles, les planètes, elles étaient alignées à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a rien qui pouvait nous arriver. On a profité de l'événement à fond, on a fait venir toute notre famille à Rio pour l'occasion et c'était juste magnifique. Tu t'entraînes donc depuis aux États-Unis, ça fait déjà un certain temps maintenant. Pourquoi avoir choisi de partir là-bas? Je voulais m'exiler un petit peu de la France quand je suis passé professionnel parce que c'est vrai qu'après les Jeux Olympiques, il y a eu un retour média fort en fait. On est passé du stade d'anonyme à un stade de personnalité et j'ai besoin pendant les camps d'entraînement, pendant mes réparations des combats, de m'éloigner un petit peu de tout ça, de retrouver un statut vraiment de personne lambda. Et ensuite, il y a eu le côté coach. La boxe professionnelle en France est très peu développée. Donc il fallait, si tu as de l'ambition, tu vas aux États-Unis. Parce que les meilleurs coachs se trouvent là-bas. C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que ça se passe. Donc ça veut dire justement que pour ta progression, à un moment donné, il a fallu que tu t'exiles, en tout cas que tu quittes la France, que tu ailles là-bas. Exactement, c'est comme chez les amateurs. Je me suis exilé à Cuba parce que c'est vraiment le pays de la boxe amateur. Et chez les pros, je suis parti aux États-Unis. Alors, avec ton entraîneur, donc Virgil Hunter, vous étiez donc fixé un objectif au départ, c'était obtenir le titre de champion du monde poids lourd. Et en 2017, il estimait à environ 3 ans le cheminement pour atteindre le plus haut niveau. Alors, 2 ans ont passé, où en es-tu? On est toujours sur la bonne voie. J'ai battu le numéro 34 mondial cet été. En décembre, je dois boxer le numéro 15 mondial. Donc voilà, on continue à monter dans le classement petit à petit. Et je pense que... Son estimation est juste selon toi? Son estimation est juste. Moi, j'aimerais faire un championnat du monde d'ici 1 an. Je pense d'ici la fin 2020. Ta carrière a connu également un coup d'arrêt à la suite donc, de ta suspension d'1 an, de juillet 2018 à juillet 2019, par l'Agence française de lutte contre le dopage, faute de localisation de contrôle. Est-ce que tu l'as vécu comme une injustice?
Une grosse injustice. D'ailleurs là, j'appelle depuis tout à l'heure pour changer ma localisation. Parce que je suis localisé chez moi et je vais aller chez mes parents. Donc il faut le changer avant 17h, sinon s'ils viennent chez moi, c'est rigoureux à ce point. C'est pour ça que j'appelle. C'est quelque chose qui est... c'est bien parce que ça permet de contrôler les personnes qui sont en compétition, mais c'est quelque chose de très... tu rentres dans ta vie privée en fait. Moi, c'est comme si j'avais un bracelet électronique. Donc, mais du coup, quand tu es aux États-Unis. Je suis localisé aux États-unis. D'accord. Il faut que tu mettes partout où et au moindre déplacement, tu dois le signaler. Tu dois le signaler tout le temps, tous les jours. D'accord. Donc assez contraignant. Assez contraignant. Après, c'est juste quand tu prépares une compétition, quand tu vas t'entraîner, etc. Je trouve que c'est juste. Moi, je l'ai vécu comme une injustice parce que moi, ils sont venus me contrôler en période de vacances. C'est-à-dire après les Jeux Olympiques, moi j'ai pris 6 mois de vacances. Ouais. Donc pendant mais d'ailleurs, comment ça se passe quand tu pars en vacances? Tu dois mettre où t'es en vacances. Mais ils peuvent venir. Ouais, mais je trouve ça un peu. Enfin, je trouve ça dommage tu veux me contrôler en vacances, je m'entraîne pas, je vais pas me doper en fait. Donc, ah ouais, c'est assez étonnant. Le système, il est mal fait aux États-Unis. Et surtout quand on voit que parfois, tu as d'autres sportifs à qui ça a pu arriver également, et la sanction a été moindre. C'est comme si on avait 2 poids 2 mesures finalement. 2 poids 2 mesures, moi, je ne donne pas ma localisation quand je suis en vacances. Je me fais contrôler toute l'année, j'ai jamais eu de problème. On me met 1 an de suspension, très dur. Et on a pu voir d'autres personnes qui ont fait les mêmes erreurs et elles n'ont pas eu cette sanction-là. Donc on l'a dit, 1 an, c'est long. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là et mentalement, qu'est-ce qu'on se dit? Mentalement, c'est dur. Au début, franchement, j'ai passé les 2-3 premiers mois, c'était compliqué, je savais pas quoi faire. Parce que 1 an, c'est long. En fait, je vais pas m'entraîner maintenant pour boxer dans 1 an. Et au bout d'un moment, je me suis dit, écoute Tony, si tu restes comme ça, tu vas sombrer. Donc j'ai fait mes valises, je suis parti aux États-Unis. Je suis pas vraiment rentré durant cette période-là. J'ai vraiment voulu rester focus sur mon truc, boxer. Et voilà, j'ai pu traverser cette période grâce à ça. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Par rapport à quoi? Au fait que tu t'as peut-être pas précisé ta localisation, tout ça, au final, parce que ça t'a empêché de boxer pendant 1 an? Oui, mais après, moi, je suis quelqu'un qui prend les choses du côté positif. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Donc, ça m'a peut-être servi. Peut-être que je pense que j'en sors grandi. Donc, je ne vais pas laisser la place ou le temps pour des regrets. J'ai pas le temps à perdre avec ça, quoi. Ok. Alors justement, place au match et à l'actualité. Donc tu es 40e mondial à l'heure actuelle. Comment est-ce que tu appréhendes tes prochains combats face à certains mastodontes de la discipline? L'excitation. J'ai envie de challenge. J'ai envie qu'on me mette face à des adversaires qui sont en mesure de me poser des problèmes, en mesure de prétendre qu'ils vont gagner. C'est ce qu'on recherche quand on fait du sport de haut niveau. Donc j'ai envie d'y arriver très vite. Mais justement, quand on parle des Joshua, des Wilder et autres, de potentiels adversaires pour toi, ça t'inspire quoi? Du challenge, ça m'inspire du challenge. J'ai envie forcément d'être avec eux dans ce top 3 mondial, de faire de gros combats, de boxer dans des stades de foot. Enfin, je sais pas, j'ai toujours rêvé d'être champion du monde professionnel, donc j'ai envie de le devenir face à des champions, pas face à des adversaires moindres. Et d'ailleurs, c'est l'heure de la question polémique, on va dire. Donc, tu es un grand boxeur, donc ça on l'a dit, c'est incontestable. Tu ne cesses de le prouver au cours de tes différents combats. Et certains de tes détracteurs donc te reprochent en revanche de ne pas affronter des adversaires à ta hauteur et que tes combats seraient trop faciles. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Je comprends l'impatience des gens parce qu'ils ont envie de me voir tout de suite face à des grands champions, mais faut comprendre qu'il y a un classement et que tu peux pas faire n'importe quoi dans le classement. On est 1200. Ouais. Donc quand tu commences en pro, tu es en bas. Et tu peux pas demander à boxer le numéro 1 ou 2. C'est progressif. C'est progressif. Là, je suis 40. Je peux demander le numéro 20, 22, et même le numéro 15, il a accepté. Moi, je vous dis, je sais pas pourquoi il a accepté. Parce qu'il a rien à y gagner, en gros. Ouais. Mais voilà, faut pas calculer ça. T'as toujours des gens qui t'envoient des ondes positives, d'autres des ondes négatives, mais il faut essayer de faire en sorte que ce soit des choses qui te motivent. Pascal, 30 ans, question téléspectateur au Stade Afrique, de Bamako au Mali, qui nous dit, tu as également un petit côté provoque avant et après match. Est-ce qu'on peut dire que ça fait aussi partie d'une technique de déstabilisation?
Ça fait pas partie d'une technique, c'est pas surjoué. Ouais. C'est moi en fait, je suis comme ça. Ah d'accord. Et faut. T'as ce tempérament-là. Voilà. Moi, je fais de la boxe. J'ai grandi avec ce côté showman dans les combats aux États-Unis. Donc quand j'ai un truc à dire, je le dis en fait. Moi, je répète à chaque fois je fais pas un art martial. C'est pas un truc où on est là, c'est pas ça, c'est de la boxe. Il y a des conférences de presse, on va se mettre des coups de poing. Donc au bout d'un moment, forcément. T'aimes bien ça? Oui. Ça fait partie de toi. Ça fait partie du truc en fait. Alors avec Estelle, ton épouse, vous êtes un couple très médiatisé. Tu penses que cela aurait été la même chose si elle n'avait pas été boxeuse et en tout cas obtenu le titre olympique en même temps que toi à Rio en 2016? Le fait que mon couple soit médiatisé, c'est parce qu'on a gagné ensemble. On est nés aux yeux des Français en même temps. On est indissociables, on est un couple. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, avec elle, vous avez beaucoup de points communs. Donc, il y en a plein. J'ai vu, vous avez le même âge. Vous avez donc été médaillés ensemble à Rio. Depuis, elle poursuit sa carrière aussi chez les pros, comme toi. Et elle demeure invaincue en plus, pareil. Et même que son prochain combat aura certainement lieu au mois de décembre, comme toi, encore une fois. Que dire de ça? On suit à peu près les mêmes chemins. En même temps, on a une vie commune. Donc on a des objectifs communs. Ça a commencé avec les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on poursuit notre aventure chez les professionnels. C'est bien d'avoir ma femme et elle de m'avoir moi pour justement se tirer vers le haut et aller vers nos objectifs. Mais pour le moment, tout a l'air parfait. Bon, après, on ne sait pas ce que réserve la suite. On vous souhaite en tout cas de continuer ainsi. Mais tu n'as pas peur d'un moment, peut-être d'un déséquilibre qui pourrait y avoir à un moment donné? De toute façon, vous serez toujours là pour vous soutenir l'un l'autre. On sera toujours là pour soutenir. Quoi qu'il arrive, c'est pas elle que je vais boxer, elle va me boxer moi. Donc on n'est pas en concurrence par rapport à ça. Alors, tu as également des origines du côté de la République démocratique du Congo. Quelle est ta relation avec ce pays? Je suis né et j'ai grandi avec une grosse culture africaine. Je parle lingala. Tu parles? Je parle lingala. On fait une phrase. Mais tu peux nous dire une petite phrase? Parce caméra. Si tu parlais, on aurait discuté. Tu vois. Mais nos téléspectateurs, tu sais, qui nous regardent en République démocratique du Congo, je pense que tu peux leur délivrer peut-être un petit message. Salut le Congo, nazopesa biso bino mbote en tout cas naoya na décembre na sala moi ba association na kin voilà Tonioka moi la poto mais bana Congo. Ok, bon j'ai pas tout compris mais on compte sur la traduction tout à l'heure. Alors je disais oui, donc quelles sont tes relations avec ce pays? Donc tu as grandi dedans, tu as baigné, tu parles dedans. J'ai baigné dans cette culture là et c'est quelque chose qui fait partie de moi aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu as déjà été là-bas? J'y vais en décembre. Ce sera la première fois? Ce sera la première fois. D'accord. Et qu'est-ce que tu t'attends à voir? En fait, j'ai jamais été, mais c'est comme si j'avais été, je sais pas, c'est quelque chose de très bizarre. On regarde des films, on écoute de la musique, on regarde les informations du Congo, donc c'est une relation, j'ai jamais été, mais je te connais. Alors, si tu avais un message justement à délivrer à ces jeunes qui nous regardent en Afrique et peut-être même à Kinshasa, pour qui tu représentes un exemple, ce serait lequel, le message? La jeunesse africaine, on sait que, pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir de notre continent. Et on a énormément de talent dans tous les domaines en Afrique. Donc, voilà, de pas lâcher le steak. Je sais que ça a été compliqué, que c'est compliqué aujourd'hui, mais je pense que ça nous réserve de belles années, en tout cas, à venir pour la croissance et le développement de l'Afrique. Alors, est-ce que tu aimerais également un jour combattre à Kinshasa? Peut-être comme a pu le faire un certain Mohamed Ali 45 ans plus tôt? C'est prévu. Ouais, c'est prévu que je boxe. Je pense 2021. D'accord. 2021, je pense que ce serait prévu que je boxe à Kin. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, ça. Et d'un Ali à un autre, il n'y a qu'un pas. Et on ne pouvait pas terminer cette interview sans parler, bien évidemment, du bébé Ali Yoka, donc, que tu avec Estelle, n'est-ce pas, sa maman. Donc, c'est un futur boxeur comme ses parents ou il fera autre chose?
On verra. On ne peut pas prédire à 2 ans ce qu'il va faire dans sa vie. Étant donné que vous êtes quand même dans une famille assez... Dans une famille de boxeurs, donc forcément ici il essaiera. Mais et on le voit monter aussi à chaque match sur les rings. Parce qu'il fait partie de la team. On fait les choses en famille chez moi. Et donc voilà, quand on gagne tous ensemble. On aime que tout le monde et il soit comprend présent. un peu cet engouement qui a... Je pense qu'il ne comprend pas réellement l'engouement du truc, mais il sait ce que c'est la boxe, il nous encourage quand on est sur le ring. À 2 ans? Ouais. C'est trop mignon. Et comment tu t'imagines dans 10 ans? C'est loin 10 ans. Dans 10 ans, je serai proche de ma fin de carrière. Ouais. Reconversion peut-être? Je sais pas encore. Ouais. Je suis tellement focus et à fond dans mon sport que je pense pas encore à ce que je vais faire après ma carrière. Maintenant, je le prépare, mais je sais pas exactement ce que je vais faire après. Je sais que j'ai beaucoup de projets, des choses que je suis en train de mettre en place maintenant, notamment énormément en Afrique. Mais j'ai une association. Je veux monter une académie. Je veux faire vraiment énormément de choses au Congo principalement, étant donné que c'est mon pays. Et c'est pour ça que je veux boxer là-bas. D'accord. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Tony? De la réussite, de continuer sur ce chemin-là. Et voilà, juste du bonheur. Et que des belles victoires. Que des belles victoires. Tony, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Brakissa rencontre Tony Yoka. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.